Bienvenue au téléséminaire international des IREM du vendredi 7 mars 2025. Nous allons avoir le plaisir d'écouter Samia Bekouche Mehaden, qui va nous parler d'une étude sur l'évolution des pratiques enseignantes suite au changement curriculaire en cas de l'algèbre élémentaire au collège en Algérie. Samia, c'est à toi. Je te laisse d'abord te présenter et commencer. Merci Carole, merci. Bonjour à tous, hein. C'est Samia Kebouche Mehaden. Je suis chercheur associé au LDR, laboratoire de didactique André Rovus Paris-Cité, et je suis toujours présidente de l'association algérienne pour le développement de l'enseignement des mathématiques. Je m'intéresse tout particulièrement à l'algèbre en général, mais tout ce qui concerne la didactique des mathématiques. Euh, voilà, donc je veux vous présenter, je souhaite exprimer déjà ma gratitude envers les organisateurs de ce téléséminaire pour cette opportunité de présenter une étude qui me tient particulièrement à cœur, une étude sur l'évolution des pratiques enseignantes suite au changement curriculaire cadre de l'algèbre élémentaire en collège en Algérie. Ce travail qui s'inspire de ma thèse de doctorat soutenue le 8 décembre 2022 aborde une problématique essentielle pour l'enseignement des mathématiques. Ben, le plan de cette étude ou bien de cette présentation, on va commencer. Cette communication s'organisera autour des points suivants. Premièrement, je présenterai le contexte de l'étude en décrivant les réformes du système éducatif algérien et la problématique de recherche issue de ma thèse. Deuxièmement, j'expliciterai le cadre théorique et la méthodologie adoptée, puis je procéderai à une analyse comparative de l'évolution des documents officiels et des manuels scolaires de la deuxième année du cycle moyen, qui correspond au niveau cinquième en France. C'est la deuxième année collège. En mettant en évidence les changements induits par la réforme de 2003 et 2016. Le quatrième point, il y a quelqu'un, Carole, est-ce que tu peux lui couper son micro? C'est Oui, bon, c'est vous ce que je viens de m'entendez? faire. C'est ce que je viens de faire. Ouais. Bah, en quatrième point, j'illustrerai à partir d'exemples concrets l'impact de la réforme de 2016 sur les pratiques des enseignants. Donc, 3 enseignantes surtout et bien sûr, on garde toujours le niveau de deuxième année collège. Enfin, je conclurai en discutant des limites de cette étude et en proposant des perspectives de recherche. Donc, premièrement, les réformes éducatives et problématiques. Donc, le système éducatif algérien a engagé une démarche, de modernisation au début du XXIe siècle afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Les résultats obtenus lors des évaluations internationales, telles que les Olympiades de mathématiques en 1997, puis l'enquête PISA en 2015, ont contribué à identifier des domaines nécessitant des ajustements. C'est dans cette optique que des réformes ont été mises en œuvre, celle de 2003, puis elle a été euh, revue en 2016. Changement pédagogique et didactique en 2003. Donc, comme vous voyez sur le slide, j'ai fait une petite comparaison entre un enseignement centré en 83 sur l'enseignant, par la transmission des savoirs, mémorisation, valorisation de la connaissance, et puis une évaluation sommative. Par contre, en 2023, l'enseignement est centré sur l'apprenant, construction des savoirs, analyse et synthèse des applications, développement de la connaissance, et c'est surtout l'évaluation formative. Nos premières questions. Voici quel est l'impact de ces réformes sur les pratiques des enseignants. Pour répondre à cette question, nous reprenons l'analyse bidimensionnelle des pratiques enseignantes développée par Assud et Benejman, à savoir l'analyse sur les dimensions institutionnelles et professionnelles, ce qui nous amène à étudier les deux questions suivantes.
Quelles sont les différences majeures entre le programme de 83 et ceux de 2003 et 2016? Sachant que le programme de 83, c'est une réforme qui a été décrétée en 75, plutôt 78, et elle a été mise en place sur terrain en 83. Quelles sont les évolutions de transformation opérées entre les programmes de 2003 et 2016? Quel est l'impact de la réforme de 2016 sur les pratiques déclarées effectives des enseignants? Quelle résistance, quel changement? Le domaine étudié est celui de l'algèbre élémentaire et le niveau scolaire. Samia, Oui, je vais te couper tout de suite. On ne voit oui. pas complètement ton diaporama. Il y a une partie qu'on ne voit pas. Alors, je pensais qu'il n'y avait que moi, mais un Non, autre non, non. collègue vient de le dire. Donc, Euh, C'est à cause de ton mode présentateur, là où tu dois lire. Enfin, faudrait mieux mettre. je voudrais mettre. non, je suis pas en mode présentateur, hein. Tout à l'heure, on Peut-être. pas du tout. Bon, j'allais dire que au pire, là, on arrive à tout. Voilà, là, ça marche. Non, il y a certaines diaporamas qu'on ne lit pas bien. Tu reviens, s'il te plaît. Tu viens ici. Peut-être il faut que je fasse ça. Et donc, non, non plus. Toc, toc, toc. Parce que là, on voit pas tout. Ah, je comprends. Elle a modifié ses diapos. Elle a modifié, elle a ajouté, elle a étendu. Oh, on ne pourra pas Oui, arranger. c'est ça, exact. Donc, bah, c'est tout. On va rester dans ce mode-là. Samia, Oui. on va rester dans ce mode-là. C'est pas très beau, mais au moins, on voit bien et tu me renverras le diaporama Ah oui. qui est sur le site. Mais reste pour qu'on voit toutes les diapos donc dans l'autre mode. Voilà. Je laisse comme ça? Oui, c'est moins bien, mais au moins, on voit tout. Voilà. D'accord, ok. Et je remettrai le diaporama bien Une fois que tu l'as reçu. lorsque lorsque je l'aurai reçu, un plus beau. Voilà. D'accord, ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, c'est Jamila. C'est ça. D'accord. Je suis arrivée en Ok. retard. Vous avez commencé? Oui. Ok, bah, désolée. Pas de souci. Donc, j'étais là, hein, je crois. Oui. Donc, le domaine, donc, nous avons limité notre étude à la deuxième année du collège. Hein. Deuxième année, cycle moyen, donc c'est le collège. Alors, éléments théoriques et méthodologiques, quels sont les éléments théoriques qui font l'étude et la méthodologie? C'est ce que je vais vous présenter dans cette partie. Donc, compte tenu de la dimension institutionnelle de l'étude, nous retenons la théorie anthropologique de didactique, la TAD, Chevalin, comme cadre général de notre étude pour identifier, d'une part, les rapports institutionnels aux objets de savoir en jeu dans le curriculum officiel. Ici, les expressions algébriques et les équations et leur évolution. Puis, d'autre part, leur impact sur les rapports personnels de l'enseignant aux objets de savoir et de leur renseignement, en lien avec les institutions dans lesquelles il a appris, il a enseigné ou il enseigne. Nous prenons en compte le concept de la transposition didactique qui désigne globalement le passage du savoir savant au savoir à enseigner, puis au savoir enseigné et enfin au savoir appris. Pour identifier les transformations opérées sur les programmes successifs au cours des réformes et leur impact sur les pratiques enseignantes, nous mobilisons les outils suivants. Les organisations mathématiques constituées du bloc type de tâches, technique, technologie, théorie, visent à caractériser les organisations mathématiques à enseigner et enseigner. Les moments de l'étude, en particulier les moments d'introduction des organisations mathématiques,
Donc, ça vise à introduire les organisations mathématiques et à étudier l'existence et la place des raisons d'être des expressions algébriques et des équations. La dialectique ancien-nouveau, ici on vise à questionner la dynamique des organisations mathématiques prescrites et enseignées et leur agrégation. En quatrième point, nous prenons aussi en compte les niveaux de co-détermination mathématique et didactique pour identifier les conditions et les contraintes qui peuvent provoquer des perturbations exogènes sur les pratiques enseignantes. Et enfin, l'étude de topos lors des interactions en classe vise à identifier le partage de responsabilités entre l'enseignant et l'élève. Nous indiquons maintenant les principaux résultats en didactique de l'algèbre mobilisés pour notre étude. Dans une approche anthropologique, nous retenons que l'algèbre n'est pas une arithmétique généralisée et que la modélisation algébrique joue un rôle clé pour résoudre des problèmes de domaine algébrique. Nous mobilisons la distinction entre les dimensions outils et objets des notions mathématiques, on se base sur Doigté 86, pour mieux appréhender la demande institutionnelle au cours des réformes. C'est-à-dire en quoi l'algèbre est-il un outil pour résoudre des problèmes et quelle est l'organisation du système établi des savoirs. Nous prenons en compte le processus d'algébrisation de Ruiz-Manzon 2010 comme modèle d'enseignement de l'algèbre en ce qui concerne les deux premières étapes de ce processus. Ces étapes visent respectivement à introduire les expressions algébriques à partir des questions concernant l'équivalence de deux programmes de calcul, puis les équations à partir de questions concernant la recherche d'un nombre pour lequel le programme de calcul renvoie un nombre donné. À partir d'une approche cognitive, nous prenons en compte les ruptures d'ordre épistémologique ou la continuité entre l'arithmétique et l'algèbre pour enrichir la description des techniques. Nous nous appuyons aussi sur les aspects épistémologiques des objets de l'algèbre, les statuts de l'égalité comme résultat, comme relation d'équivalence, les statuts de la lettre, variable inconnue, indéterminée ou paramètre. Les objets de l'algèbre sont perçus sous les deux aspects procédural et structural. Aussi, nous prenons en compte la distinction du sens et de la dénotation des objets de l'algèbre. Par exemple, les différentes écritures des expressions algébriques, au sens de Douard 92. Comme Duval, nous interprétons les objets mathématiques à travers leur représentation des différents registres sémiotiques, tels que le registre du langage naturel, des écritures numériques, des écritures algébriques et des graphiques. Pour caractériser les transformations opérées sur les organisations mathématiques suite aux deux réformes de 2003-2016, nous nous sommes appuyés sur une référence. Pour ceci, nous avons repris la référence épistémologique relative aux expressions algébriques de Pillet 2012 et celle relative aux équations de Serge Jacob 2016, adaptées au contexte algérien. En effet, les programmes de 2003 ont été conçus en collaboration avec les didacticiens de Grenoble, ce qui montre qu'il y a une grande approximation dans les deux programmes français et algériens. Nous structurons l'OMG, l'organisation mathématique du domaine algébrique, fondée sur les éléments épistémologiques de l'algèbre, présentés précédemment en deux organisations mathématiques régionales, relatives aux expressions algébriques et aux équations, chacune d'elles étant structurée en trois organisations mathématiques locales. L'organisation mathématique régionale relative aux expressions se structure en trois organisations mathématiques locales relatives à la génération des expressions algébriques, l'équivalence des expressions algébriques et l'algèbre des polynômes. Chacune des organisations mathématiques locales se structure en genre de tâches et en organisation mathématique ponctuelle. Par exemple, pour l'EML1, EXP, c'est-à-dire l'organisation mathématique locale 1 des expressions algébriques relatives à la génération des genres de tâches sont produire, traduire et par exemple produire une expression algébrique ou une formule est un type de tâche de genre produire. Nous pointons particulièrement pour nos analyses les types de tâches tester l'égalité de deux expressions algébriques.
de l'organisation mathématique locale des expressions algébriques et calculer numériquement une expression algébrique qui convoque TS, ça veut dire substituer de l'organisation mathématique locale 3 des expressions algébriques. L'organisation mathématique régionale relative aux équations se structure en 3 OML aussi. OML 1, des équations relatives à la génération des équations. L'OML 2, équation à la structure des équations. Et en 3, OML 3, à la résolution des équations. Chacune des OML se structurant en genre de tâches et en organisation mathématique ponctuelle. Par exemple, pour l'OML 1, équation, les genres de tâches sont TM, donc mettre en équation, ou bien TT, traduire. Nous pointons particulièrement pour nos analyses TT, qui est testée, si un nombre est une solution d'une équation de l'organisation mathématique OML2, structure et TR résoudre un type d'équation de l'OML3 équation. Nous précisons les éléments technologico-théoriques pour résoudre différents types d'équations présents dans les programmes. Nous distinguons différents types d'équations pour lesquelles nous présentons les techniques et technologies en jeu, selon les variables didactiques de la tâche. La résolution des équations de type A plus X égale B, respectivement A moins XB, met en jeu une technique arithmétique par réversion des opérations, s'appuyant sur les propriétés des nombres et des opérations. Selon que la technique s'appuie sur le programme de calcul ou sur une formulation formelle, c'est l'aspect procédural ou structural de l'équation qui est mobilisé. Il en est de même pour le type de tâche A fois X égale à B. Exemple, résoudre l'équation 3x plus 2 fois x plus 2 égale à 9. Donc, la technique arithmétique par réversion des opérations nous donne que on rajoute 2 et on multiplie par 3. La technique arithmétique avec un discours technologique différent, équation liée au programme de calcul, soit un nombre, on lui ajoute 2, on multiplie le résultat par 3 et on obtient 9. Quel est ce nombre? Qu'en est-il pour résoudre une équation de type ax plus b égale à 6x plus d, de tel que 1 moins c n'égale pas à 0? La résolution peut mobiliser une technique algébrique par substitution. Il s'agit de tester la validité d'une égalité pour un nombre qui convoque d'abord de tester l'égalité de deux expressions algébriques, qui elles-mêmes convoquent substituer un nombre dans une expression afin de comparer leurs valeurs. Cette technique algébrique par substitution met en jeu le statut de variable, la structure des expressions, les propriétés des nombres et des opérations, et l'égalité comme relation d'équivalence. La technique par substitution permet de contrôler la recherche de la solution obtenue. Dans le cas où la solution est rationnelle, la résolution de cette équation nécessite une technique algébrique par conversation de l'égalité, par addition ou soustraction d'un nombre, ou multiplication à division par un nombre non nul. La technique par conservation de l'égalité est valable pour tout type d'équation de premier degré. Nous étudions les techniques et techniques mises en jeu selon le niveau scolaire dans les réformes de 2003 et 2016. Notre exemple, est-ce que x égale à 1 est une solution de 3 fois x plus 2 égale à 9. On substitue x par 1 dans l'expression 3 fois x plus 1, 2. Et on obtient 3 fois 1 plus 2, ça fait 3 fois 3. Comparaison, les deux résultats, 9 et 3 fois 3. Donc, 1 vérifie l'égalité des deux expressions 3 fois x plus 2 et 9. On s'appuie sur l'aspect structural des expressions algébriques.
Maintenant, nous présentons l'évolution des documents officiels au fil des réformes. Nous les analysons pour répondre à la question: quelles sont les évolutions des organisations mathématiques et didactiques prescrites dans le programme au cours des différentes réformes de l'enseignement? La méthodologie s'appuie d'abord sur une étude écologique pour identifier les changements. Il y a quelqu'un qui parle, Carole? Je peux continuer, Carole? Vas-y, j'essaie de couper. C'est bon, le micro est coupé. D'accord. Ok. La méthodologie s'appuie d'abord sur une étude écologique pour identifier les changements d'habitat et de niche des objets savoir, puis sur une étude praxéologique visant à étudier la complétude, l'agrégation des OM, des organisations mathématiques, mais aussi la place du discours technologique. Pour ce faire, nous avons analysé les données suivantes: les programmes officiels et les documents d'accompagnement. Nous présentons d'abord les bouleversements opérés entre les programmes de 83 et ceux de 2003-2016. Ce bouleversement concerne en premier lieu l'habitat. Donc, nous remarquons que l'habitat des objets à deux savoirs, les programmes de 83 étaient organisés en deux domaines seulement: destin, arithmétique et algèbre, qui sont dans le même bloc, et géométrie comme deuxième bloc. Donc, deux domaines différents, distincts, mais seulement deux. Par contre, en 2003 à 2016, sont organisés en trois domaines: activité numérique, fonction et gestion de données, puis géométrie. En 2003 à 2016, nous remarquons que le domaine algèbre disparaît complètement. Les programmes de 83 vers 2003 et 2016. Ces bouleversements concernent aussi d'autres aspects. En 83, l'enseignement était totalement en arabe, y compris les écritures mathématiques. L'algèbre était abordée dans sa dimension objet, avec une approche par les ensembles et les relations. Il n'y avait pas de négociation de passage de l'arithmétique à l'algèbre. L'enseignement était transmissif. En 2003, l'enseignement utilise la symbolique universelle pour l'écriture mathématique. Les programmes prennent en compte la dimension outil de l'algèbre pour motiver les raisons d'être des nouveaux objets et introduire les organisations mathématiques ponctuelles à travailler. Le numérique est travaillé et enrichi préalablement à l'entrée dans l'algèbre. Des moments de l'étude sont introduits pour construire les nouveaux savoirs. Qu'en est-il des transformations concernant les programmes de 2003 et 2016? En première AM, c'est la première année collège. C'est l'équivalent de 6e en France. Il existe un temps de reprise de calcul arithmétique, avec prise en compte de calculs réfléchis. D'ailleurs, on en trouve beaucoup dans la partie exercice, des différentes écritures d'un nombre et d'un calcul et de l'égalité comme relation d'équivalence. Le secteur résolution des équations apparaît avant celui de calcul littéral. Le secteur résolution des équations vise à travailler différents types d'équations pour résoudre des problèmes. Leur résolution met en jeu la technique arithmétique par réversion des opérations. Le secteur calcul littéral vise à appliquer une règle littérale dans des situations simples. Nous présenterons des situations présentes dans les documents d'accompagnement pour introduire les organisations mathématiques ponctuelles après l'étude des programmes. En 2016, pour le même niveau scolaire, première année, nous relevons un changement d'habitat. La résolution d'équations n'est plus un secteur, il devient un thème d'étude dans le secteur, calcul littéral. Mais l'ordre des types de tâches est conservé. D'un point de vue praxéologique, une nouvelle organisation mathématique ponctuelle, produire une expression littérale simple, apparaît qui complète l'organisation mathématique régionale prescrite en 2003. Produire une expression était pointé dans les documents d'accompagnement de première AM de 2003.
mais non prescrites dans les programmes. Avec la nouvelle présentation des programmes de 2016, cet attribut, dans la 6e colonne, normes et indicateurs d'évaluation, il est clairement indiqué que la production d'une expression littérale fait partie des attendus de l'institution dans ce domaine, comme faire du calcul réfléchi, distinguer les différentes écritures d'un nombre et trouver le nombre manquant dans les inégalités. Samuel, il faut que tu changes, voilà. Pardon? Non, il fallait que tu changes de diapo. Non, c'est bon. Ah oui, 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 je l'ai oublié. Là, programme de 2003 pour les deuxièmes années. Deuxième année, c'est l'équivalent de 5e en France. C'est la deuxième année collège. Abordant les programmes de la deuxième année. En 2003, le secteur calcul algébrique disparaît et seul subsiste le secteur résolution des équations. Masquant l'habitat des expressions algébriques, un nouveau type de tâche apparaît, tester une égalité contenant un nombre inconnu, mettant en jeu la technique algébrique par substitution qui reste isolée. En effet, dans les documents d'accompagnement, ce type de tâche n'est pas explicitement mobilisé pour résoudre des problèmes arithmétiques, les techniques arithmétiques restant les seules utilisées. Programme 2016. Contrairement à celui de 2003, le secteur calcul littéral laisse place au secteur résolution des équations, avec les mêmes types de tâches prescrites. Mais les types de tâches relevant de l'AMR et EXP sont explicitement cités dans la colonne 6, indicateurs d'évaluation. En particulier, produire une expression algébrique qui traduit une série de sommes d'une régularité donnée. Pardon. Apporter des modifications aux expressions algébriques particulières. De plus, le type de tâche produire une expression algébrique qui traduit une somme est clairement évalué en deuxième année. L'habitat attribué aux équations est certainement à questionner en lien avec l'histoire des mathématiques arabes. D'ailleurs, il y a un professeur Djebar ici qui pourra nous expliciter, peut-être nous apporter des réponses. Nous présentons maintenant des situations qui visent à motiver des raisons d'être des objets de l'algèbre et à introduire de nouvelles organisations mathématiques ponctuelles. En 2003, les documents d'accompagnement présentent des situations pour produire des expressions algébriques dans différents contextes, problèmes de généralisation, de calcul de périmètre ou d'aire. Nous citons la situation de généralisation du carré ambré, qui vise à trouver une règle permettant de calculer de façon générale le nombre de carreaux. De carreaux ombrés en fonction du modèle donné. Il s'agit de passer de la formulation verbale à la formulation mathématique. Les directives pédagogiques correspondant à celles fournies en France dans le document d'accompagnement du numérique au littéral. Au-delà de la formulation des différentes étapes pour mettre en œuvre cette situation, en particulier différentes techniques et écritures envisageables, peu d'éléments concernant la gestion didactique en classe. Là, je reprends quelques paragraphes du document d'accompagnement. En rapport à cette activité, la compétence ciblée est appliquer une règle dans une situation simple. On le trouve dans le document d'accompagnement de la première AM. Nous ne devons pas oublier d'utiliser plusieurs écritures possibles pour la même règle, par exemple l'aire d'un trapèze. On peut aussi demander aux élèves d'utiliser une lettre pour décrire une série d'opérations d'une manière plus simple. Il s'agit, par exemple ici, 7 fois 5 plus 3, 7 fois 8 plus 3, 7 fois 1 plus 7 fois 1, plus 1,5 plus 3, et ainsi de suite. Il s'agit de sensibiliser l'élève à l'utilité de l'écriture littérale, 7x plus 3. On peut demander aussi à l'élève d'utiliser l'écriture littérale pour traduire une expression telle que prendre le double d'un nombre, lui ajouter 1, puis le multiplier par 4.
Ce type d'exemple permet de travailler sur les règles d'écriture des expressions et sur les parenthèses. Il est à noter que dans de telles activités, le symbole égal n'est pas lié à un résultat. Là, c'est toujours le document d'accompagnement de la première année de collège du programme 2003. En 2003 toujours, les documents d'accompagnement proposent aussi des situations pour motiver la traduction de problèmes arithmétiques simples en équations de différents types, a plus x égale à b, a moins x égale à b, ou ax égale à b, ou a sur x égale b. Leur résolution mettant en jeu une technique arithmétique, c'est le cas de ces deux exemples pour calculer la longueur de x, dans les cas d'un rectangle et d'un triangle. Mais aucune situation introduisant le type de tâche tester la validité d'une égalité n'est proposée. Donc ici, en revanche, dans le programme d'accompagnement, dans les documents plutôt d'accompagnement, met en valeur l'importance de mettre en relation les organisations mathématiques régionales d'équations et d'expressions algébriques en convoquant les types de tâches tester l'égalité de deux expressions algébriques et substituer un nombre pour tester la validité d'une égalité et donc résoudre une équation. On le lit très bien dans le document d'accompagnement de 2003. Le travail sur le calcul littéral comme en première année s'articule autour de traitement des expressions littérales en utilisant les règles de calcul des aires et des volumes. De l'entraînement à la résolution d'équations, résoudre l'équation A divisé par X sur X égale B. Et tester la validité d'une égalité qui inclut des inconnus par des valeurs numériques données à cet inconnu. Et sur l'utilisation des lettres dans les identités telles que A divisé par B plus C égale à AB plus AC. Et pareil pour A fois B moins C égale à B moins AC. D'autres exemples de situations dans le document d'accompagnement. Si aucune situation n'est proposée pour introduire le test de validité d'une égalité, des situations visant la preuve de l'équivalence de deux expressions littérales ou le test de l'égalité d'expression sont présentes, comme le montrent ces deux exercices. Donc, on a deux exercices où on sollicite le test de validité d'une égalité. Et ça, c'est les documents d'accompagnement. On ne trouve rien sur les programmes, mais les documents d'accompagnement de 2003 sont assez riches sur quelques exemples pour motiver les types de tâches de l'AMR équation. Nous insistons sur la nouvelle présentation du programme de 2016 en 7 colonnes qui présentent des modèles de situation d'apprentissage attendus. Pour la deuxième année, ces modèles concernent en particulier des situations pour traduire un problème arithmétique en équation, passer du calcul numérique au calcul littéral et des situations de preuve. Par exemple, on a cet exemple tiré du programme 2016. Traduire des situations, textes ou des schémas par des expressions, par exemple, 2 plus quelque chose, un carré ou un trou égale à 10, ou 3 fois point égale à 15, ou l'inverse. Des situations traduites en équations qui peuvent être résolues en utilisant l'une des procédures suivantes. Dessin ou schéma, compléter une égalité à trous, sens des opérations, des situations liées aux règles du calcul de périmètre ou de l'aire, des formes géométriques simples avec une variété de questions, des situations conçues pour décrire une série de calculs, des situations pour passer d'une formulation verbale écrite à une formulation littérale, des situations pour s'entraîner sur la généralisation de la preuve dans les activités numériques. En ce qui concerne l'organisation didactique, les programmes de 2003 et de 2016 indiquent que l'élève est au cœur des apprentissages. Ils proposent des situations à travailler lors des moments de l'étude, de premières rencontres qui visent à motiver des raisons d'être et des raisons d'être des objets de savoir, puis la construction de blocs technologiques théoriques, des ressources
sont proposés aux enseignants pour repérer les aspects épistémologiques des objets à développer et pour les accompagner à mettre en place cette nouvelle approche d'enseignement. Mais ces ressources ne formulent pas explicitement que peu d'indications sur le bloc technologique théorie et sur la gestion didactique des situations. Nous arrivons au bilan des réformes de 2003 et de 2016. Donc, ces deux réformes ont introduit des modifications majeures, que ce soit au niveau de l'écriture mathématique universelle, de l'organisation mathématique et de l'organisation didactique de l'enseignement de l'algèbre pour davantage prendre en compte le processus d'algébrisation de Huysmans 2012. Au-delà des changements d'habitat déjà présentés, l'organisation mathématique des programmes prescrits en 2016 est plus complète que celle de 2003, via le type de tâche produire une expression littérale. Nous nous interrogeons sur l'agrégation potentielle entre les organisations mathématiques relatives aux expressions algébriques et les organisations mathématiques relatives aux équations. Et le rôle de type de tâche, tester la validité d'une égalité ayant une unité connue pour un nombre donné. Cette organisation mathématique ponctuelle n'étant pas convoquée dans la résolution des problèmes arithmétiques, une technique arithmétique étant toujours attendue. Nous nous interrogeons aussi sur l'usage des ressources proposées aux enseignants. Par exemple, les documents d'accompagnement qui sont assez riches en 2003 en activité et quelques consignes pour les mettre en œuvre en classe. Tous ces aspects sont autant de potentielles perturbations exogènes repérées. Étude de notre manuel de deuxième AIM, je me suis focalisée sur un seul manuel parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je ne pouvais pas faire les 4 niveaux, au moins les 2 niveaux de première année et deuxième année. Donc, de temps en temps, je fais référence à ce qui a été fait en première année pour mettre un peu la relation des prérequis des élèves par rapport à ce qu'ils proposent en deuxième année. Nous étudions le seul manuel proposé en deuxième année. Ce manuel vise à voir la mise en œuvre de l'enseignement prescrit par des programmes. Nous utilisons la même méthodologie celle utilisée pour les programmes. Je veux mettre juste une parenthèse. Le manuel scolaire en Algérie, c'est pratiquement la seule référence sur laquelle, c'est la seule ressource sur laquelle le prof ou l'enseignant se base pour préparer son cours. C'est-à-dire, il revient quotidiennement d'une manière répétée à regarder le manuel pour préparer son cours et monter son apprentissage. Au regard de notre problématique, nous étudions le chapitre concernant le calcul littéral intitulé « Notion d'équation ». Le nom attribué à ce chapitre masque l'habitat des expressions algébriques, ce que va montrer l'étude. Chaque chapitre commence par la présentation d'un défi qui vise à présenter des enjeux d'apprentissage du chapitre, puis un moment d'évaluation, diagnostic des prérequis. À chaque partie du chapitre, nous associons les moments de l'étude correspondant en particulier pour la partie activité, les moments de la première rencontre, d'exploration d'un type de tâche et de constitution de l'environnement technologico-théorique. Et pour la partie savoir et méthode, il s'agit des moments d'institutionnalisation et de travail de technique. Pour chacune des parties, nous procédons à une étude praxiologique. Ici, c'est le défi, ça veut dire l'activité défi proposée est proche de l'item d'évaluation de PISA, donc elle est vraiment presque identique. L'activité pommier et conifère proposée par les évaluations PISA qu'on retrouve au défi du chapitre calcul littéral. Ce défi vise à produire des expressions générales dans une situation de généralisation, mais le défi supprime la dernière question de PISA qui a pour le but de déterminer la valeur de n pour laquelle le nombre de pommiers est égal au nombre des conifères. Le défi proposé ne permet plus de faire le lien entre résoudre une équation et le test de validité d'égalité entre deux expressions algébriques. Quelque part, on est passé à côté de la question
importantes. Là, on a les activités. J'espère que je pourrai. Je mettrai en mode diaporama pour voir les activités, hein. Donc, l'activité 1. Est-ce que vous la voyez, Carole? Oui, oui, on la voit en grand. C'est bien. D'accord. Nous présentons maintenant les 4 activités proposées dans le manuel de la deuxième AM. Pour la première activité, calculer le nombre de chaises autour des tables en fonction du modèle donné. Le type de tâche visé est produire une expression algébrique. Les concepteurs de guide préconisent d'abord comme technique, schéma et calcul. Pour les premiers exemples numériques, ils envisagent des difficultés lors de la phase de généralisation. Le guide signale aussi qu'il faut faire comparer plusieurs expressions, écritures, produites par les élèves et s'interroger sur ce qui peut justifier leur égalité pour toute valeur. La deuxième activité, elle a pour calculer le prix à payer pour un abonnement annuel dans un club sportif. Plusieurs types de tâches apparaissent dans cette activité. Traduire un programme de calcul par une expression algébrique, traduire une expression donnée en langage naturel par une expression algébrique, et enfin, substituer une lettre par un nombre et calculer. Activité 3. Vérifier si la balance est en équilibre lorsqu'on donne des valeurs aux deux variables B et C de l'égalité 3 fois C égale 2 fois B plus 200. Les types de tâches visées dans cette activité sont tester la validité des égalités ou des inégalités et substituer les lettres dans les expressions littérales par des valeurs données puis calculées. Et enfin, la dernière activité, type de tâches introduits sont traduire une situation par une équation et résoudre des équations de type A sur X égale B par une technique arithmétique. Plusieurs savoirs sont institutionnalisés. Définition et une expression d'une expression, hein, d'égalité de deux expressions et de l'équivalence de deux expressions et solution d'une équation. Les types de tâches tester l'égalité de deux expressions algébriques et substituer sont convoqués pour définir algébriquement la solution d'une équation. Lorsque, pour certaines valeurs, deux expressions A et B ont le même résultat, on dit que ces valeurs sont des solutions de l'équation A égale à B. Qu'en est-il des tâches travaillées? 86% portent sur les expressions algébriques et 14% sur les équations. Ces tâches se répartissent comme indiqué sur les différentes organisations mathématiques locales, essentiellement sur la génération des objets et le test d'égalité d'expression algébrique, mais peu sur le test de la validité d'une égalité. Donc, ici, on montre le pourcentage d'usage des organisations mathématiques locales. Mais réellement, on voit 86% des OML réinvestis, c'est les expressions algébriques et 14% pour les équations. Nous abordons maintenant la dimension professionnelle à travers l'étude des pratiques enseignantes. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette étude. Donc, on ne pouvait pas y aller directement sans savoir ce qui s'est passé dans les réformes des programmes. Comment les enseignants appréhendent-ils les recommandations institutionnelles de la réforme 2016 en classe de deuxième année et quelles variations prennent d'éventuelles modifications des pratiques selon les conditions de formation et d'enseignement? On appuie sur les éléments théoriques de l'approche anthropologique. Nous présentons la méthodologie pour étudier la prise en compte des recommandations institutionnelles de 2016 par des enseignants de deuxième année collège. Nous avons recueilli les fiches de 76 enseignants de statuts différents, formateurs, titulaires, stagiaires, pour caractériser leurs pratiques déclarées. Pour 3 enseignants, nous avons aussi filmé les 6 séances d'enseignement relatives à l'algèbre
pour étudier leurs pratiques effectives. Nous cherchons à caractériser ces pratiques autour de plusieurs axes. Les organisations didactiques développées et la prise en compte des différents moments de l'étude. Les organisations mathématiques en termes de complétude, d'agrégation et la place de discours justifiant les techniques organisation mathématique muette, faible ou forte. La dynamique entre les OM relative aux expressions algébriques et aux équations. Et enfin, la topogénèse organisée par l'enseignant. Donc là, je présente les catégories des fiches, des fiches des enseignants. Préalablement, nous avons défini a priori 4 catégories de fiches selon la prise en compte ou non des organisations mathématiques à enseigner du programme de 2016 relatives aux expressions algébriques et aux équations. Les fiches de catégorie C1 reprennent les activités proposées par le manuel de 2003, sachant qu'on est en 2016. Donc, ils reprennent, pour les enseignants qui ont des fiches C1, ils reprennent des activités proposées par le manuel de 2003. Les organisations mathématiques développées sont relatives aux équations et les techniques mobilisées pour résoudre les problèmes et les équations sont arithmétiques. Pour la catégorie C2, cette catégorie, ils reprennent des parties du manuel de 2016 sans aborder les 2 premières activités relatives à la production d'expressions et à leur calcul. Au-delà des équations, elles introduisent le type de tâche testée, la validité d'une égalité pour une valeur. C3, leurs fiches reprennent les 4 activités tirées du manuel de 2016. Les activités 1 et 2 visent à produire et utiliser une expression littérale, puis les activités 3 et 4 introduisent le type de tâche tester la validité d'inégalité pour des nombres donnés et la résolution des problèmes arithmétiques se ramenant à A sur X égale à B via des techniques arithmétiques. Et enfin, la dernière, prennent en compte une situation de défi, puis les 4 activités proposées dans le manuel de 2016, mais la technique algébrique pour tester la validité d'une égalité est réinvestie pour résoudre les problèmes arithmétiques de deuxième année. Pour résoudre le défi, plutôt. Pour résoudre le défi, pardon. Même si tous les enseignants organisent l'enseignement selon les moments de l'étude attendus, ils interprètent différemment les programmes. Aussi, leurs fiches se répartissent dans les 4 catégories, ce qu'on appelle des perturbations exogènes. L'analyse du tableau montre que plus de 22% des fiches de notre échantillon relèvent de la catégorie C1. 35% des fiches des enseignants relèvent de la catégorie C2. Pour ces enseignants, aucun travail sur les expressions algébriques ni sur les organisations mathématiques associées n'est présent. Seuls 43% engagent des prescriptions institutionnelles de 2016. Nous remarquons aussi une variabilité des pratiques des titulaires et des formateurs. Nous mettons en relation les catégories de pratiques et le profil des enseignants, sur leur ancienneté, le statut et leur appartenance à une wilaya. Il n'y a pas d'uniformité des organisations mathématiques enseignées selon le statut des enseignants, ni selon des établissements d'une même wilaya. C'est que ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il y a un formateur pour chaque établissement d'une wilaya. D'autres perturbations endogènes peuvent aussi intervenir en ce qui concerne l'ancienneté. 2 tiers des enseignants n'ayant mis en œuvre que la réforme 2016, en particulier la majorité des stagiaires, proposent des enseignements proches de ce qui est prescrit en C3. Après l'étude des pratiques déclarées des 76 enseignants, nous avons étudié les pratiques effectives des 3 enseignants. Je mets en parenthèse 76 enseignants et chaque enseignant, il m'a donné les 6 fiches ou plus
sur tout le chapitre calcul littéral. Ça veut dire 76 enseignants. Ici, on revient sur le nombre de fiches que j'ai, c'est à peu près presque 500. C'est 476 ou quelque chose de fiches analysées. Donc, quand même, c'est un échantillon assez de différentes wilayas. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut savoir toutes les wilayas, on pourra les mettre dans un mail plus tard, ou bien dans la discussion. Nous avons étudié les pratiques effectives des 3 enseignantes après l'étude praxéologique de leurs fiches déjà. Nous avons transcrit puis analysé leur première vidéo qui nous semble représentative de leur pratique tout au long de la séquence. Au vu du visionnage de l'ensemble des vidéos d'une séquence, qui présentait une stabilité relative aux pratiques au sens de Robert. L'enjeu était d'identifier des décalages entre les organisations mathématiques et les organisations didactiques déclarées et celles effectivement réalisées en classe. Nous répondons aux questions suivantes. La mise en œuvre des situations proposées favorise-t-elle les raisons d'être des expressions algébriques ou des équations? La gestion des moments et de leur temporalité est-elle en cohérence avec ce qui est déclaré? Quel partage effectif des responsabilités entre enseignants et l'élève? Nous caractérisons maintenant les pratiques des 3 enseignantes. L'enseignante PM relève de C1 et met en place un enseignement portant sur les équations avec des techniques arithmétiques. Elle montre une résistance au changement en ce qui concerne les OM et la gestion didactique des séances. L'enseignante PL relève de C2. Elle met en place un enseignement portant sur les équations avec des techniques arithmétiques, mais introduit quand même le type de tâche, tester la validité d'une égalité. Elle prend en compte partiellement les recommandations institutionnelles, mais cette prise en compte est perturbée par des savoirs mathématiques non stabilisés, plutôt peu stabilisés. Dalia prend en compte les recommandations institutionnelles. Les OM mises en œuvre relèvent de la catégorie C4, c'est-à-dire qu'elles développent des organisations mathématiques attendues relatives aux expressions algébriques et les agrègent avec l'EM, tester la validité d'une égalité pour définir la solution d'une équation. Dalia propose une gestion didactique favorisant un topos important à l'élève. Là, nous allons mettre en avant les aspects saillants des pratiques de Dalia. Nous illustrons maintenant les aspects saillants de Dalia. D'abord, elle permet aux élèves de rencontrer les savoirs algébriques déjà travaillés en première année et en début d'année et favorise la dialectique ancien-nouveau. Par exemple, à partir de la production des expressions produites par les élèves pour calculer la longueur du segment AB, Dalia insiste sur la réécriture d'une expression algébrique en s'appuyant sur la signification des signes, multiplier et plus, et l'équivalence des expressions telles que x fois 2, x plus x et 2x. En effet, elle demande. Donc, maintenant, qui peut s'exprimer sur la longueur de AB en fonction de x? En fonction de x veut dire on utilise la lettre x. L'élève lui répond, la longueur de ce segment est 12 plus x fois 2. Dalia écrit sur le tableau ce que l'élève lui a dicté. Que veut dire x fois 2? L'élève 2 fois x. Dalia lui demande, c'est la somme de x plus x. Donc, x fois 2 égale à quoi? L'élève dit 2x. Dalia, donc AB égale à 12 plus 2x et on dit qu'on a exprimé la longueur de AB en fonction de x. Dalia engage les élèves à travailler sur les relations entre les objets mathématiques d'une situation. Dans l'activité reconnaissance des grandeurs en jeu et des formules associées pour chaque figure, pour produire l'expression littérale visée, Dalia donne une autonomie importante aux élèves au cours de travail en groupe. En effet, elle laisse aux élèves le temps pour produire des expressions, les comparer et discuter de leur validité. Elle répond aux questions des élèves, valide à leur demande quand c'est juste.
et oriente quand la réponse n'est pas juste, en indiquant aux élèves qu'ils peuvent vérifier eux-mêmes en interrogeant la mise en œuvre des formules utilisées. Elle les responsabilise sur la durée de temps de recherche restant. Un autre aspect saillant des pratiques de Dahlia concerne l'autonomie des élèves au cours d'un travail en groupe, puis la prise en compte des techniques des élèves en insistant sur les technologies sous-jacentes. En effet, elle s'appuie sur les expressions produites par chaque élève, interrogées en les amenant à justifier leur technique pour transformer les expressions algébriques. Un élève a produit l'expression 5 plus x fois 2 Dahlia demande. On peut simplifier, on peut les garder comme ça. Et si on veut la simplifier, on fait la distributivité simple. On l'a fait au premier trimestre, qui nous le rappelle. L'élève lui dit 5 fois 2 plus x fois 2. Dahlia, on peut enlever le signe multiplié de la multiplication. On l'a fait en première année pour simplifier l'écriture. Donc, on écrit quoi? Donc, on écrit 2 fois 5 plus x. Voici un autre exemple de gestion d'erreur sur l'oubli des parenthèses dans la formule de calcul de périmètre d'un rectangle. Dahlia amène les élèves à reconnaître une erreur. Pour la première figure, l'élève a utilisé cette formule. P égale longueur plus largeur fois 2. Dahlia, elle, l'élève, a remplacé la longueur par 3 et la largeur par x plus 2. Et elle a multiplié par 2, Dahlia. Alors, ici, il y a l'élève dit une erreur. Dahlia, elle manque. On va dire qu'il y a quelque chose qui manque. Dahlia, c'est quoi l'erreur qu'il y a ici sur le tableau? Dahlia, pour la formule ici, elle a oublié quoi? Un élève dit les parenthèses. Dahlia, oui, c'est les parenthèses. Dahlia institutionnalise les aspects épistémologiques des expressions algébriques, telles que l'équivalence de deux expressions algébriques dans la séance 4. Dahlia introduit le type de tâche tester l'égalité de deux expressions littérales en substituant des lettres par des nombres pour voir si l'égalité est vraie ou fausse. Après, elle définit que deux expressions sont égales selon la distributivité simple si les deux expressions donnent le même résultat quelle que soit la valeur donnée à x. Elle distingue clairement l'égalité et l'équivalence de deux expressions algébriques. En dernier lieu, elle définit la solution d'une équation. Les deux expressions 3 plus 2x et 3x donnent un même résultat pour x égale à 3. On dit que x égale à 3 est une solution de l'équation 3 plus 2x égale à 3x. Pour conclure, elle mobilise le type de tâche tester la validité d'une égalité pour résoudre le défi, le tramway, donné en début de chapitre et d'autres problèmes d'application. Nous présentons maintenant les limites et les perspectives de ce travail. Nous voulons en premier lieu insister sur le rôle majeur des OM de référence qui fondent notre méthodologie pour étudier l'évolution des programmes au fil des réformes, dégager des perturbations exogènes et leur impact potentiel sur les pratiques enseignantes. Pendant l'écriture de ce travail, de cette étude, je n'ai pas suffisamment approfondi ou pris en compte la mise en relation entre les techniques et les justifications pour résoudre différents types d'équations en prenant en compte l'héritage culturel mathématique algérien, l'étude a priori des situations proposées dans les documents d'accompagnement de 2003, guide et le manuel en termes de blocs technologico-théoriques, l'analyse de toutes les vidéos en notre possession pour mieux identifier des routines ou des éléments saillants dans les pratiques effectives des enseignantes, même si notre échantillon est varié, plusieurs wilayas, plusieurs profils, il serait pertinent d'étudier l'impact des réformes sur les pratiques enseignantes sur un échantillon d'enseignants plus représentatif, parce que je dis quand même que avec une population comme l'Algérie, 470 fiches, c'est peu. J'aurais aimé approfondir, surtout dans les wilayas du Sud. Pour les perspectives,
Donc, à partir de là, je pense que cette étude ouvre plusieurs perspectives. Nous envisageons plusieurs pistes. D'abord, engager une nouvelle rédaction des programmes pour favoriser leur prise en compte par les enseignants. D'ailleurs, il y a une petite discussion récente. Hein, c'était lors de mon voyage en février en Algérie, hein, il y a moins de 15 jours. Donc, il y a des échanges autour de ça pour voir comment cette étude pourrait peut-être guider ou orienter la relecture des nouveaux programmes. D'abord, engager plutôt monter une ingénierie de formation initiale et ou continue dans le contexte de la réforme actuelle, visant à un accompagnement de sa mise en place et d'étudier son impact sur les pratiques effectives et des enseignants formés. Donc là, c'est pour le mois d'avril, je vais faire une formation aux inspecteurs sur une seule wilaya, donc c'est la wilaya de Boumerdès qui a été élue hein, pour la formation. Donc j'aurai à peu près 58 minimum, hein, 58 inspecteurs à former au mois d'avril sur ça. Donc je verrai qu'est-ce qu'il va y avoir donc, comme résultat à partir de cette expérience. Transposer notre étude sur un échantillon d'enseignants algériens plus représentatif et sur un seul niveau scolaire et pour étudier plus finement les techniques et le bloc technologique théorique, exploiter les données à analyser en notre possession. Parce que quand même, lors de ma thèse, j'ai ramassé aussi les productions des élèves que je n'ai pas exploitées dans cette étude. Je n'ai pas encore exploité d'ailleurs. Et ça, c'est assez pertinent parce qu'il y avait énormément de production. Hein. Surtout, on avait 3 enseignants qui étaient totalement différents dans leur pratique. Et on voyait justement l'impact de ces différences, surtout pour l'enseignante qui avait des savoirs mathématiques peu stabilisés. On voyait vraiment les difficultés des élèves à produire des expressions algébriques ou bien d'aller vraiment dans la résolution des équations. Et là, vraiment, ça sera vraiment quelque chose de bien de pouvoir exploiter ces ressources, hein, ces données qui sont dans le tiroir et elles sont pas encore exploitées. Donc, voilà. Alors, je vous dis, ce fut un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Merci pour votre écoute et vos questions que j'attends là. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Samia. Désolée, j'ai écorché ton nom tout à l'heure. J'ai dit Bécouche et c'est Kébouche. Voilà, je maintiens à m'excuser. Déjà, on va peut-être commencer tout de suite les questions. Alors, qui a une question après cet exposé très intéressant? Qui commence? Alors, moi, j'ai lancé le débat. Lorsque tu dis qu'il n'y a qu'un seul livre, que les enseignants se réfèrent à un seul livre, est-ce que c'est parce qu'on le fait toujours comme ça? Parce qu'avec, j'allais dire, bon là tu vas faire une formation, mais il y a aussi Internet qui est accessible. Pourquoi les enseignants ne s'intéressent qu'à un seul livre? Ce sont des directives ou je ne sais pas? Le manuel scolaire algérien est produit sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Il y a un seul manuel par niveau. Donc, chaque niveau, il a son manuel officiel. Il n'y a pas plusieurs manuels comme en France, on a plusieurs manuels, il y a plusieurs éditions pour un seul niveau. Et pourquoi l'enseignant, quelque part, bon, avant, on n'avait pas l'Internet, mais maintenant, il y a Internet, malgré que maintenant, il y a certainement des ressources qui sont prises. D'ailleurs, on a vu pour la catégorie C4 bis,
Ces 4 bis, c'est des gens qui ont développé des activités qui ne sont pas tirées carrément du manuel. Mais ils sont très peu qui sortent du manuel. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est l'institution, c'est ça la directive quelque part. Donc, ils se réfèrent au manuel parce que c'est édité par et c'est le manuel officiel du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Et même l'abrogation. Hein. Et même l'abrogation. Oui, ils se sentent obligés, entre guillemets, de suivre et la progression et le manuel. Tout à fait. Tout à fait. Arrête le partage, comme ça on verra les personnes. Hein, D'accord. ça vient Ok. me dire. Donc, Marie-Pierre, tu avais une question? Dispose du manuel. Première question. Et deuxième question, dans quelle langue finalement les enseignants pratiquent-ils leur cours? Enfin, est-ce que c'est en français, ou du moins, enfin, dans quel langage, de quel langage est-il en fait? Donc, pour le manuel, donc j'ai répondu. Et pour la question de langue, on enseigne en arabe, mais la formulation, par exemple, on dit, pour le triangle ABC, on dit El Muthallat ABC. Donc, c'est les deux langues carrément. Donc, on dit, le langage naturel, c'est en arabe, que ce soit le verbal, que ce soit l'écrit, hein, les deux, le langage naturel. Mais quand on arrive au langage mathématique, donc c'est le langage universel, donc la prononciation, elle est latin, donc c'est du français. Donc, on dit le triangle, on dit pas le triangle ABC, on dit El Muthallat ABC. Merci. Mais juste une question quand même, est-ce que les élèves disposent d'un manuel? Oui. Ben, 80% des élèves, ils ont pratiquement, ils ont tous les élèves, ils ont le manuel. La plupart l'achètent, mais la plupart des élèves bénéficient aussi de la gratuité du manuel scolaire. Il y a des catégories d'élèves qui bénéficient du manuel gratuit. Merci. Rien, Marie. Merci. Et une autre question? Je vois d'autres mains. Peut-être Yannick, toi qui es allé aussi en Algérie, ou Ahmed Djebar, par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, Samia, je voulais, si tu permets, avoir juste. Enfin, je me posais la question. Donc, tu as parlé de deux réformes importantes, celles de 2003 et 2016, c'est ça? Oui. Oui. Bah, Est-ce que à chaque fois il y a le changement de ressources qui accompagne ces changements de programme ou pas? très bonne question, Jamila, parce que pour les documents d'accompagnement pour les réformes, donc 2003, il y avait un document d'accompagnement qui a été réalisé qui est très pertinent. Il y a beaucoup de choses à prendre de ce document d'accompagnement. Mais par contre, pour 2016, il n'y avait pas grand-chose. Le document d'accompagnement reprenait pratiquement ce qui a été donné en 2003. Donc, il n'y avait pas un travail de fond comme celui de 2003. Mais celui de 2003, il était assez pertinent pour tous les niveaux, quand même. Au fait, je pose cette question parce que c'est ton intervention qui me l'a. En fait, c'est toi-même qui as soulevé ce problème pour une enseignante dont tu disais, malgré le changement de programme, elle le faisait, elle appliquait pas, au fait, les nouvelles directions, elle utilisait toujours celle de 2003. Et je crois savoir, parce que même si moi, je n'ai jamais fait le programme algérien, même si je suis algérienne, enfin, je l'ai fait à l'époque, ça fait très, très longtemps. J'ai pas fait le programme algérien, mais je sais quand même, je connais des collègues, je sais que les inspecteurs leur remettent des documents d'accompagnement. Du coup, si en 2016, il n'y a pas des documents, enfin un travail de fond sur les documents d'accompagnement, est-ce que, à ton avis, cela n'expliquerait pas le fait qu'elle reste
attachés aux pratiques et à l'utilisation des consignes de 2003. Ben, là, tu soulèves vraiment un problème de fond qui est, c'est une résistance, c'est pas question de manque de documents. Parce que les documents sont envoyés officiellement et d'une manière automatique dès qu'ils ont été imprimés aux chefs d'établissement, donc c'est automatique, donc ils les ont au niveau des établissements. Moi-même, je l'ai reçu, hein, donc il y a autant de copies envoyées que le nombre de profs de maths. Donc, s'il y a 9 profs de maths au niveau de l'établissement, le chef d'établissement va recevoir 9 guides. Alors, il y a une différence. En 2003, on a fait les documents d'accompagnement pour chaque manuel de chaque niveau. Et pour 2016, on a eu des guides d'utilisation du manuel. Et quels que soient les deux, il y avait le manuel en parallèle qui a été reproduit. Donc, c'est un nouveau manuel. Le problème, c'est que cette enseignante n'utilise même pas le manuel de 2016. Elle reprenait. Bon, ces élèves, ils ont le manuel de 2016 parce que dans l'établissement, on ne donnait plus le manuel de 2003. Mais dommage, je ne peux pas mettre la fiche de l'enseignante. On va remarquer que l'enseignante, elle faisait des photocopies sur le manuel de 2003 parce qu'elle a commencé avec ça. Et celle qui résiste réellement à cette pratique, c'est une sortante de l'ENS. Par contre, celle qui fait vraiment évoluer ses pratiques et elle prend en charge les recommandations institutionnelles, c'est une licenciée recrutée à base d'un recrutement sur licence et puis un concours. Par contre, celle qui était acharnée à rester sur les anciennes pratiques et sur les anciens documents, c'est une enseignante qui a fait l'ENS. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on se dit, voilà, quand les réformes sont là, parce qu'il y avait des gens qui ont travaillé sérieusement autour de ces thématiques, ils veulent faire évoluer les choses. Il y a eu des formations en parallèle à ça. C'est que aussi, Jamila, en Algérie, pour chaque établissement scolaire, par exemple au collège, je donne au collège, mais c'est la même chose au lycée, au secondaire, chaque établissement scolaire, on a le prof formateur qui est de la matière, c'est le cours d'eau quelque part. Ce prof formateur, il est convoqué d'une manière régulière à des formations ou bien des journées d'études. Et à ce moment-là, dans ces journées d'études, hein, je mets des parenthèses, l'inspecteur, hein, qui fait bien son travail, bien sûr, informe automatiquement ses profs formateurs de toutes les nouveautés et de tous les documents nouveaux qui sont produits au profit de la matière. Donc, c'est impossible qu'elle ne sache pas qu'il y a le document. D'ailleurs, je lui ai posé la question dans le questionnaire. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, je trouve que c'est plus facile pour les élèves de travailler sur les manuels de 2003 parce que les activités, elles sont plus simples, moins compliquées. Donc, tu vois, elle l'assume. Hein, elle l'assume. D'accord. D'accord. Bah, merci. Merci. C'était très intéressant. Merci, Samia. Merci à toi, Jamila. Il y a Antoine qui a levé le doigt, Carole. Oui, Antoine, à toi de parler. Et je vais mettre, pour répondre aux questions dans le chat, je vais mettre les slides dès que Samia me les aura envoyés sur le site du téléséminaire international. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, Antoine, je te laisse la parole. Oui, Et après, ce sera peut-être Ousmane qui voulait parler. oui, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que d'abord, je trouve particulièrement intéressante ta présentation, Samia, et cette distance qui est prise par rapport à ce que moi j'ai pu vivre, mais que d'autres ont vécu aussi. Mais je faisais partie de l'équipe des didacticiens qui ont fait les programmes qui ont fait les programmes de 2003. On était avec Claude Comiti et d'autres, quelques autres. Et avec les collègues algériens, je suis allé une dizaine de fois, c'est des souvenirs extraordinaires. Bon, mais je dis cette distance qui n'est pas prise habituellement, c'est-à-dire rédiger des programmes, être dans des équipes de rédaction de programmes ne permet absolument pas d'avoir la moindre réflexion sur les organisations. D'ailleurs, on ne parlait pas comme ça en 2000, la théorie anthropologique existait déjà, mais
on en était loin. Mais ce que je veux dire, là, je trouve qu'il y a un approfondissement possible de la réflexion sur les programmes. Cette réflexion, il faut peut-être la faire quand même après, parce que dans dans le moment, on est en relation avec les instances officielles, etc., avec des comptes à donner tout le temps. Et ce qui sort n'est pas toujours, c'est pareil en France, j'ai participé pendant 20 ans à la rédaction des programmes en France. Euh, ce qui, ce qui sort, on est très inquiet dès que ça sort sur ce qui a été pris en compte. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je veux dire, c'est passionnant de t'entendre 20 ans après, 25 ans après, de cette réflexion, ce démontage un peu. Et moi, j'ai beaucoup retravaillé sur les curriculums un peu partout, mais j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir approfondir comme ça. Je ne suis pas capable de le faire. Et la seule chose que je voudrais dire ici, c'est est-ce qu'en France, on regarde les programmes Blanquer ou autres avec un regard aussi et des outils aussi pertinents, alors que ça fonce à toute vitesse. Et, voilà. Mais je te félicite, je trouve ça passionnant. Merci, merci Antoine. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Antoine. Il y avait Ousmane qui souhaitait parler et après Oui, je donnerai la bonjour à parole. tous. Oui, bonjour à Bonjour tous. Antoine. Vraiment, merci de l'exposé. Bon, moi, ma question par rapport à la TED, vraiment, j'ai eu de très bonnes informations, mais je voulais savoir la différence entre types de tâches, parce que je me suis dit que là où vous avez écrit type de tâche, est-ce que ce n'est pas la tâche là-bas? Je ne sais pas. Et que tester une égalité, c'est ça, type de tâche? Je ne sais pas. Donc, donc, les types de tâches, c'est par exemple résoudre les équations. Type de tâche, résoudre les équations. La tâche, c'est résoudre l'équation 2x plus 3 égale à 5x plus 10. Voilà. Les types de tâches, c'est résoudre les équations. De Mais par façon contre, la générale, tâche résoudre. même, c'est résoudre telle équation. Ça veut dire résoudre 2x Voilà. plus a égale 3. Ça veut dire Voilà. elle est vraiment citée, elle est vraiment ciblée. Par contre, résoudre, c'est les types de tâches, résoudre les équations. Si je peux dire quelque chose, il y a justement un grand décalage entre des approches D'accord, cognitives merci bien. et des approches anthropologiques, parce que l'élève, on lui donne une tâche et son premier travail, c'est justement de reconnaître que telle tâche relève de tel type de tâche. Et, euh, et c'est pas De quel forcément, type de tâche, ça voilà. peut être très transparent en algèbre, mais c'est Mhm. beaucoup plus difficile en géométrie, par exemple, de Tout à savoir. fait. Parce que quand on a le type de tâche, on a la technique, etc. Mais Oui. souvent, ce qu'on donne à l'élève, c'est la tâche. Et si on lui dit pas quel type de quel type de tâche, c'est à lui de le reconnaître. Et ça, c'est pas forcément facile. Mhm. Merci Fabrice. Voilà. Alors, il y a Ousmane, ça va? Oui, ça va, ça va. Impeccable. C'est-à-dire que je souhaiterais là où elle a mis type de tâche, est-ce que c'est pas là-bas qu'on doit mettre tâche? On dirait que c'est des précisions destinées à l'élève. Bon. Ou bien c'est bon. Là où, dans son exposé, là où elle met type de tâche, est-ce que là-bas on ne peut pas mettre plutôt tâche destinée à l'élève? Oui, ça peut être une autre façon de l'écrire. Alors, dans le genou, vous aviez une question à poser? Oui, tout à fait. Merci. Je remercie Samia pour la présentation. Moi, j'ai pris le train en marche, mais ma question, ça va presque dans le même sens que Ousmane, celle de Ousmane. Mais en fait, euh, dans l'analyse, dans l'organisation mathématique, c'est bien ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Dans l'organisation mathématique, je trouve au départ des types de tâches présentées avec deux verbes, ben, traduire et résoudre. Et ça, c'est un type de tâche. Moi, je trouve que déjà traduire, ça doit être un type de tâche. Et résoudre, c'est encore un autre type de tâche. Mais j'ai vu des combinaisons du genre et je me suis dit, mais avec les deux, avec une combinaison pareille, comment est-ce que l'analyse se fait finalement? Bon, Samia, c'est ma Oui, préoccupation, ça. oui, oui.
Oui, tu voulais dire, est-ce que traduire et résoudre, est-ce que c'est le même type de tâche ou deux types de tâches différents? Euh, Voilà, en fait, traduire et résoudre, ça a été présenté comme un type de tâche dans la présentation, quelque part. Il y a eu des types de tâches avec deux verbes à l'infinitif, quoi. Bon, mais moi, je n'ai pas eu de... Ah non, c'est des types de tâches dans la même organisation mathématique locale. Elles font Hmm, partie de la même organisation mathématique locale. local. Hmm, Donc, d'accord. elles regroupent plusieurs types de tâches. OK, d'accord. Donc, quand je présentais OML 1 et 2 et 3, donc par rapport aux équations, donc OML 1 qui est génération des équations, hein, ça veut dire c'est une organisation mathématique locale. Générer, ça veut dire il y a plusieurs types de tâches. Donc, chaque organisation mathématique locale, elle a ses propres types de tâches. Et bien sûr, des tâches adéquates. Donc, on trouve plusieurs types de tâches dans une organisation mathématique locale. C'est clair, c'est bon. OK. Il y a Yannick Il y a qui veut. Jannick qui a levé la main. Il y a également Mangari qui souhaitait avoir une autre réponse, mais ça, c'était pas par rapport à la TAD. Il y a Patrick qui a aussi fait une remarque dans le chat. Je vous laisse parler plutôt, et puis Mangari, on fera, puisque c'est pas par rapport à la TAD, Oui, oui. on fera un petit peu après peut-être. Je peux répondre déjà à la question de Mangari et puis Oui, juste après s'il vous à plaît. Yannick. Donc, lui, il pose la question, qu'est-ce qui a motivé cette réforme des programmes de 2016? Est-ce que c'est un contexte social, politique ou psychopédagogique? Eh ben, c'est les trois. C'est les trois, tout court. Il y avait la demande sociale, mais aussi il y avait des retours, hein, parce que quand ils ont mis en place des programmes de 2003 et à un moment, on est arrivé, donc il y a un nouveau ministre qui arrive, des ministres qui arrivent. La première des choses, ils se posent la question sur ce qui existe, est-ce qu'il peut faire mieux, est-ce qu'il peut faire mieux. Donc, ils ont fait une expertise sur les programmes de 2003. Donc, il y a des retours des experts qui sont les membres du Haut Conseil national des programmes. Et ils ont proposé de revoir, de relire, de modifier hein, le programme de 2003 et apporter de nouvelles, de nouvelles approches et surtout de nouvelles méthodes de présenter. Surtout en algèbre, ils ont bien touché l'algèbre et même depuis 2016, ça a bougé un petit peu. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui reste un bout de temps, il essaye de monter quelque chose pour montrer qu'il est en train de travailler, mais aussi il y a une demande assez importante socialement et il y a aussi des experts qui disent qu'il y a quelque chose qui coince dans les programmes, il faut les revoir. Donc, tout le monde s'y met. Donc, c'est normal que tout le monde, que l'institution suit. Il y a eu un gros chantier en 2016. J'en faisais partie pour un moment. Hein, donc, j'ai été membre de la Commission nationale d'homologation et d'évaluation des manuels scolaires. Je me suis occupée à voir si les activités présentées dans les manuels scolaires étaient pertinentes pour les mathématiques. Donc, vraiment, il y avait un travail de fond pendant un bout de temps, je crois 3 ans, pour mettre en œuvre les nouveaux manuels et le nouveau programme de 2016. Pour Patrick, je lui dis oui, je comprends très bien la difficulté de Haussmann et je ne l'ai pas prise à la légère. D'ailleurs, j'ai répété parce que j'avais cette difficulté il y a quelques années aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, je suis passée par ces difficultés de faire avant de bien travailler sur la TAD. Donc, je le comprends et je suis très contente aussi qu'on puisse y aller vers les vraies terminologies scientifiques, que ce soit pour la TAD ou que ce soit pour les autres théories. Donc maintenant, merci. Donc dans l'ordre de ceux qui ont demandé la parole, il y a Yannick puis Safia. Donc, Yannick, je te laisse, et après ce sera Safia. D'accord, merci Carole.
Et merci beaucoup, Samia, pour cet exposé très intéressant. J'ai pris en cours de route, mais je connais un peu la nature de tes travaux. On en avait discuté. Mais j'aimerais bien te reposer la question là maintenant. Tu as encore réfléchi en préparant en plus cet exposé. Qu'est-ce qui te paraît le plus prioritaire par rapport aux pistes qui s'offrent pour une poursuite de tes travaux de recherche sur ce domaine-là, sur un peu le lien, le passage du calcul à l'algèbre au collège maintenant, qu'est-ce qui te paraîtrait le plus intéressant d'approfondir? Parce que tu as encore dit tout à l'heure qu'il y a tout un champ d'investigation, ou plutôt beaucoup de données qui n'ont pas encore été totalement Exploité. exploitées. Oui. Voilà. Ben, moi, je trouve que deux choses sont vraiment d'actualité, qui sont d'urgence, hein, surtout pour certains pays africains dont j'ai eu l'occasion de discuter avec des inspecteurs, que ce soit, j'ai eu des discussions avec les Camerounais, les Maliens et beaucoup d'autres en Afrique. Et deux choses à chaque fois on les revoit apparaître. C'est le passage de l'arithmétique à l'algébrique. Ça fait une difficulté et ça peut y aller vers une étude continentale. Là, on peut élargir cette étude sur plusieurs pays, par exemple, pour voir comment ils font ce passage de l'arithmétique à l'algébrique, mais aussi la formation des enseignants. Comment vraiment une thèse de doctorat après, parce que le plus important, c'est de voir à la fin, ça veut dire le dernier chapitre, c'est focalisé sur la façon et la manière et comment les enseignants ont organisé leurs enseignements en classe. Ça veut dire entre ce qui est déclaré dans les fiches et ce qui est effectif en classe, déjà, il y a des décalages, mais aussi, attention, par rapport à la demande institutionnelle. Et on revient sur la lecture experte ça veut dire chacun fait sa lecture propre à lui, d'après ses compétences, d'après ses connaissances didactiques. Donc, des fois, les enseignants passent à côté des choses très pertinentes. C'est ce qui ressort réellement dans cette étude, c'est que malgré qu'il y a des choses très pertinentes dans les documents d'accompagnement, que ce soit de 2003 ou que ce soit de 2016, les enseignants étaient presque plus que la moitié était à côté de ce qu'on lui demande. Donc, comment mettre en œuvre des formations pour que les enseignants puissent lire d'une manière correcte et prendre en charge la demande institutionnelle. Ça, c'est deux axes très pertinents pour élargir l'étude. Moi, par exemple, pour les documents que j'ai en ma possession, ça veut dire les productions des élèves, le passage de l'arithmétique, ça se voit dans la trace écrite des élèves. On peut voir plein de choses. C'est vraiment exploitable comme données pour faire une étude là-dessus aussi. Et ça ne peut pas être seulement du côté de l'élève, ça peut être aussi une étude qui va se baser déjà du regard, ça veut dire le rapport personnel des enseignants par rapport à ça, hein, parce qu'on sait très bien que l'enseignant, il enseigne tel qu'il a été enseigné, quelque part, d'une manière ou d'une autre, même s'il fait des progrès, mais le fond et le départ, c'est là. Hein. Et après, voilà, donc c'est les questions que je me pose. Est-ce que réellement le passage de l'arithmétique à l'algébrique peut se lire et se traduire par la trace écrite de l'élève? Quel apport didactique, hein? Quel est l'apport de la didactique pour faire de ce passage qui se passe dans les meilleures règles possibles, quoi. Parce que, attention, comme je l'ai bien signalé dans ma présentation, on a la P2, hein, la deuxième enseignante, elle a des notions mathématiques peu stabilisées. Donc, elle confond entre les expressions algébriques et les équations, attention. Il y a un élève qui lui pose la question en plein cours, il lui dit « Madame, les expressions algébriques, c'est la même chose que les équations ?» Elle lui dit « Oui ». Donc, vous voyez, il y a des choses aussi qui sont exploitables là-dessus. On peut regarder aussi sur le recrutement des enseignants et quels sont… Parce que, comme je dis, par rapport au recrutement, quel que soit le recrutement qu'on fait, mais il faut qu'il y ait un accompagnement derrière. Attention, en Algérie,
je pense que ce n'est pas le seul pays qui recrute de cette manière, c'est des licenciés sur base de filières techniques. Ils ne sont pas de formation mathématique. Et quand on a des difficultés en algèbre comme ça, c'est sûr que ça va se percuter sur la production des élèves et sur l'apprentissage des élèves. J'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. En tout cas, la formation, oui, la formation, c'est des perspectives Oui. intéressantes. Oui. Safia, tu voulais poser aussi également une question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Samia, pour cet exposé. Et ma question, enfin, c'est pas vraiment une question, je voulais rebondir un petit peu sur, parce que je pense que Yannick, il a bien développé ce que j'avais l'intention de te demander. Et ta réponse était pertinente puisque tu as donné la réponse de cette enseignante. Alors, finalement, ça se scinde dans deux petits commentaires, si tu veux bien. C'est que notre collègue qui a précédé, qui a parlé de verbe juste tout à l'heure, moi je pense, si j'ai bien compris, hein, il peut me dire si c'était sa question ou pas, je pense que la difficulté de la langue scolaire, et là, comme tu as donné comme réponse à Yannick, ça me réconforte dans ma compréhension, à savoir le fait que l'enseignante confond en quelque sorte entre l'équation et l'expression algébrique. Je pense que ce n'est pas une confusion en termes de connaissances mathématiques, mais en connaissance d'expression orale, en disant à l'élève comme ça. Et parce qu'en plus, c'est une traduction que tu nous fais d'un contenu qui est écrit dans une autre langue, qui est la langue arabe scolaire, n'est-ce pas, Samia? Oui, Donc, du coup, quand on traduit, d'ailleurs, les questions, quand on pose dans un énoncé mathématique écrit en arabe scolaire, on n'utilise pas le verbe à l'infinitif. Ici, par exemple, si on prend en France, où nous, comme on a appris, moi j'ai appris les sciences en français, on nous dit résoudre, calculer. Donc c'est à l'infinitif. Le verbe est à l'infinitif. Calculer, justifier, proposer, c'est toujours comme ça. Alors qu'en arabe, les questions ne sont pas posées. Le verbe n'est pas utilisé à l'infinitif, il est utilisé à l'impératif. Uktub, écrit. Résous. Donc, le fait de traduire, de mon point de vue, hein, je ne sais pas, j'étais pas. Et en plus, j'ai raté la fin de ton exposé, donc je ne peux pas savoir ce que tu as dit, c'est dommage après, à la fin. Mais je pense que c'est plus une question de traduction de ce qui a été dit en classe en langue scolaire, qui est l'arabe scolaire, d'autant plus que l'élève qui, dans la langue scolaire, donc n'est pas sa langue première, c'est pas sa langue naturelle, donc il y a des va-et-vient entre les compétences de la langue première, dans le cognitif de l'élève, pour pouvoir l'exprimer en langue scolaire, qui est une langue seconde ou une langue scolaire tout court, et que l'enseignant, de l'autre côté, la langue scolaire n'est pas sa langue première, même s'il a une longueur il a des années d'études dans cette langue, etc. Mais le temps de l'exprimer pour l'élève, pour que l'élève puisse la comprendre, la réponse, on perd beaucoup d'informations. Donc, les compétences des langues premières, traduites ou au service de la langue scolaire. Donc, il y a plein de choses qui se perdent. Et donc, ma question, est-ce que cette enseignante, pour ne parler que d'elle, c'est celle qui a fait l'ENS, Samia? Non, d'accord. Et donc, est-ce que vraiment elle a confondu ou elle a voulu simplifier pour l'élève pour pouvoir qu'il se concentre? Voilà, je m'interroge sur ça. Voilà, mais sinon, c'était très intéressant et on a appris beaucoup de choses. Merci, Safia. Alors, deux choses. Pour le collègue, il parlait des types de tâches, traduire, et donc elles sont dans l'organisation mathématique locale. Donc, oui. On parlait de types de tâches, comment on les a appelées. Mais par rapport à l'enseignante, je l'ai eu juste après parce que cette enseignante,
on a eu beaucoup de débats derrière. Donc, c'est pas question de traduction, ni de langue arabe ou de langue maternelle ou de langue, première langue ou deuxième langue, parce que la traduction qui a été faite, elle était sous l'égide de professeur Semri, qui est professeur à l'université. Et moi-même, j'ai enseigné toute ma vie en arabe, et malgré que j'enseignais en parallèle en français, mais je sais que la traduction m'a pris beaucoup de temps pour être sûre et fidèle à ce qui existe. Mais la prof, on a discuté autour de ça, et réellement, parce que, attention, cette prof, je parlais de la prof de l'ENS, c'est celle qui s'attachait au programme de 2003. La deuxième prof, c'est une sortante d'une université, elle est technique, mais elle n'a pas fait une formation mathématique. Et qui dit qu'elle n'a pas fait formation mathématique, c'est des notions qu'elle a vues quand elle était au collège. Donc, elle ne les a pas revues depuis. Donc, quand elle est devenue enseignante sous concours, elle n'a pas bénéficié à l'époque de la formation. Donc, recrutement à la base d'un concours. Donc, elle a fait génie civil comme formation à l'université. Donc, elle s'est retrouvée en train d'enseigner. Déjà, elle a fait l'université en français, mais elle confond réellement entre les expressions algébriques et les équations. Parce que je l'ai revue, on a travaillé le thème, et elle était obligée de refaire le cours avec ses élèves pour faire comprendre quelle est la différence entre les expressions algébriques et les équations. Et pour refaire ce cours, elle a pris 3 heures supplémentaires pendant quelques temps. Et à ce moment, qu'est-ce qu'elle a travaillé? Elle a retravaillé de la manière dont on lui a proposé un PER, et elle l'a fait, et je ne vous cache pas qu'elle fait vraiment des progrès maintenant sur ça. Mais ce n'est pas question de traduction, du tout, du tout. Vraiment, elle confond. Je ne voulais pas le dire dans l'exposé, mais elle ne fait pas réellement la différence entre les deux objets mathématiques là. Elle confond réellement entre les deux. Ouais, je suis d'accord, effectivement, ça peut être un problème parce qu'à un moment, on a connu, en Algérie, on a connu quand même un recrutement massif des ingénieurs, un peu qui venaient de différents domaines d'activité, on va dire, et qui ont été régularisés avec un concours. Effectivement, c'est réellement un problème. Il y a même moi, je connais une enseignante, hein, qui fait les maths et qui a été lettres au lycée. Voilà. Terminale lettres. Donc, oui, c'est très problématique. Oui, tout à fait. Après, elles reprennent ce qu'il y a sur les manuels. Pour préparer son cours, elle se base sur le manuel. Le manuel, il n'y a pas de définition directe, explicite sur les objets mathématiques des fois. Et pour faciliter les choses, bien sûr, j'étais derrière, donc j'étais inspectrice, son inspectrice. Donc, quelque part, elle a dit oui rapidement pour qu'elle puisse s'éclipser d'une manière et se sauver de la question, parce qu'elle était vraiment perturbée au moment de la question, et elle a dit oui. Mais pour elle, c'est la même chose, hein. Attention, c'est les équations, veut dire les expressions algébriques. Aucune différence pour elle. Ouais. On a une autre question, je crois aussi. Carole, on a une autre question? Là, il y a plus de questions. Bon, les collègues voulaient savoir, hein, donc j'attends ton diaporama que je vais mettre sur le site, voilà, pour pouvoir le comprendre. Je te l'envoie demain. Oui, oui, non, de toute façon, je ne vais pas le faire ce soir. D'accord. D'accord. Autre chose, là, moi j'ai une question. Oui. Tu as parlé des modifications de programme de 2016, et d'un seul coup, tu as parlé un petit peu de nouveaux programmes. Oui. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux programmes? J'ai bien compris. Et après, comment ça va se passer par rapport à ce qui s'est déjà fait en 2016,
Actuellement, il y a une rélecture. On ne va pas dire que ça va être de nouveaux programmes. Apparemment, il y a des rélectures au niveau et des petites, peut-être des modifications, on va dire des modifications. Mais à mon avis, là, tout récemment, j'ai été contactée pour les aider et je n'ai pas encore eu beaucoup d'informations là-dessus. Mais j'ai été contactée, je les verrai en avril quand je partirai en Algérie. Mais réellement, il y a une politique de revoir les programmes chaque 2 ans, 3 ans pour voir s'il y a des modifications. Bon, on a subi une modification après 2016, c'était après le Covid, parce qu'il fallait réduire un peu les programmes, c'était trop, beaucoup d'absences par rapport aux écoles qui étaient fermées. Donc, la première des choses qu'ils ont massacré, c'est l'algèbre. Donc, ils ont carrément enlevé le chapitre calcul littéral et ils ont mis que résoudre de petites équations simples. D'ailleurs, c'est ce qui a été écrit, résoudre des équations simples. Donc, ils ont carrément enlevé le calcul littéral. Mais Dieu merci, juste après le Covid, ils ont repris les programmes de 2016. Donc, quand même, quand on voit ces modifications d'une manière subite et réfléchie, les conséquences, des fois, c'est terrible. Quand j'ai revu ces modifications, c'est une relecture par rapport à la conjecture à l'époque, c'est carrément, il n'y a plus d'algèbre dans les programmes du collège. Ils l'ont carrément enlevé. Et heureusement qu'ils sont revenus là-dessus juste après. Donc là, ça fait une année qu'ils sont en train de se réunir autour de refaire ou non. Mais apparemment, ils vont passer à l'acte parce que les programmes du primaire, ils sont pratiquement établis. Ils vont être mis en place à partir de la rentrée prochaine, probablement. Et donc, du moment qu'il y a un nouveau programme au primaire, ça va s'enchaîner avec celui du collège. Ce qu'on a remarqué aussi en Algérie, que le programme de secondaire ne suit pas le même rythme que ceux du collège et du primaire. Généralement, on touche beaucoup à ces niveaux, mais rarement au programme de mathématiques secondaire. Et il en a besoin d'ailleurs. Mais tu dis qu'on ne touche pas ou très peu au programme de secondaire, mais on touche au problème de collège. Et du coup, il y a un gap, c'est compliqué. Ben oui, justement. À un certain moment, il y a… Justement, on a parlé dans l'association de mathématiques dont je suis présidente, de la transition collège-lycée et que ces perturbations qui sont causées au niveau du collège sans regarder ce qui se passe au lycée, ça cause vraiment une problématique assez forte et les profs du secondaire n'arrêtent pas de se plaindre justement par rapport à ça. Et par rapport à la formation des enseignants, tu dis qu'il y a un enseignant formé par établissement et bon, qui va redonner, qui va réexpliquer, Oui, qui va reformer. oui. Mais comment faire? Mais le problème a été à un moment en France, on prenait aussi des personnes qui étaient Ressources. soi-disant formées, mais on descendait tellement bas dans le concours qu'il y avait des problèmes de niveau aussi, un peu comme ce que tu as dit avant. Mais comment faire? Est-ce que vous avez une solution pour ces collègues qui ont des problèmes, j'allais dire, entre guillemets, de niveau? Oui. Alors, il y a déjà un processus qui s'est mis en place il y a quelques années, ça fait pas longtemps. C'est que les enseignants qui ont réussi le concours, ils bénéficient automatiquement, avant prise de poste, d'une formation de 15 jours, ça veut dire bloqué. Ça veut dire pendant 15 jours, il fait de la formation. Ça, c'est les nouvelles procédures, processus de recrutement. Donc, tu as ton concours et tu es affecté comme prof de mathématiques dans un établissement, avant de prendre poste, tu as une formation de 15 jours, ça veut dire en juillet. En juillet, il bénéficie de 15 jours. Après septembre, il prend poste. En décembre, il a 15 jours.
Donc, il travaille de décembre jusqu'à mars. Mars, il a 15 jours aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il fait avant la prise de poste, donc on le prépare sur le plan gestion de classe et didactique des maths et législation scolaire. Après ça, il prend poste pendant 3 mois et on fait le point avec lui. Quelles sont les difficultés et tout, et on fait des formations parallèles par rapport à ces difficultés qu'il rencontre et on répond, on a des séances de didactique législation toujours qui sont maintenues et gestion de classe, mais aussi il y a des séances où ça veut dire elles sont attribuées sur les difficultés qu'il a rencontrées après la prise de poste. Et pareil pour le mois de mars. Donc, il bénéficie de 3 formations pendant 2 ans annuelles, de 15 jours. Quand même, je trouve que c'est assez dense parce que moi-même, j'ai dispensé des cours de didactique et de législation et de gestion de classe d'ailleurs pour ces enseignants. Donc, quelque part, il y a des petites solutions. Bon, je trouve que c'est assez bien qu'ils pensent à ces formations, mais ce n'est pas suffisant. Normalement, il y aura des formations continues dispensées par les inspecteurs. J'étais inspectrice et je faisais des journées d'études et des journées de formation. Mais ce qui est malheureux, c'est que la plupart des inspecteurs ont une compétence moindre ou bien une connaissance pas suffisante en didactique des mathématiques. Et ça va toujours causer des soucis d'enseignement, ces soucis. Bon, pour les maths, on ne fait plus la formation des mathématiques parce que pour nous, celui qui a réussi déjà le concours de maths, d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne question à relater, c'est de faire aussi des formations sur le savoir mathématique, pas seulement en didactique et en gestion de classe. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'inspecteurs en mathématiques qui n'ont pas suffisamment de compétences en didactique pour pouvoir former des enseignants en didactique des maths. Mais il y a vraiment des processus de formation qui se sont mis en place. On ne t'entend pas, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations ou non? En tout cas, dans ce cas-là, on va mettre un terme à ce séminaire. Un grand merci, Samia. C'était très intéressant. Ça va être sur le site du téléséminaire des IREM en début de semaine. Et on va mettre aussi le diaporama aussi en début de semaine. Donc, exceptionnellement, on va se retrouver non pas dans 4 semaines, mais dans une semaine. On va écouter donc le vendredi 14 mars les Domingos Arcanjo, je vais dire n'importe quoi, Antonio Nampinga, qui est professeur à l'université de Pingué, qui est une extension de Tête au Mozambique. On verra, il va nous parler d'explorer les praxéologies mathématiques à l'œuvre dans la pratique du jeu du NUVA. J'ai dû écorcher les noms, mais c'est pas grave. C'était un téléséminaire qui était prévu à une autre date il y a un certain temps. On a vu pas mal de collègues qui étaient présents. On a eu des problèmes techniques, on a eu des problèmes pour le reprogrammer, d'où le fait que ce soit vendredi 14 mars, lorsque plusieurs personnes étaient disponibles, en particulier pour la traduction. Donc, on se retrouve dans une semaine et on se retrouvera quand même dans 4 semaines, comme d'habitude, le premier vendredi. Un grand merci à tous. Merci, avec plaisir, Carole. Au revoir. Au revoir. Et merci à tous. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci. Et merci Au revoir. Au revoir. Au revoir.